Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est au cœur de la psychanalyse et au fond au cœur de nos vies. Qu'est-ce que c'est la féminité, la masculinité? Comment est-ce que tout ça se construit? On va faire un petit voyage en partant de Freud pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Et pour bien commencer, rien de tel qu'une citation de Freud lui-même, ça date de 1914, donc ça fait plus d'un siècle, et déjà, il voyait la question de la sexualité comme un défi immense, presque une mission héroïque. Ça donne une idée de l'ampleur du sujet qu'il s'apprêtait à explorer. Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on verra que cette question ne date pas d'hier. Ensuite, on plongera dans la vision de Freud, ce qu'il appelait le continent noir. Puis, on verra comment on est allé au-delà de son modèle initial pour finir sur l'idée que l'identité est en fait le chemin de toute une vie. Première partie, donc, une question ancienne et tenace. Parce que oui, se demander ce que c'est qu'être un homme ou une femme, ça traverse vraiment toute l'histoire de la pensée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la psychanalyse a vraiment changé la donne. Elle a proposé une perspective totalement nouvelle. Et évidemment, Freud n'était que le début. Beaucoup d'autres penseurs ont continué son travail. On pense à Monique Schneider, Carl Schwering, et surtout, on va s'attarder un peu sur Jacqueline Schaeffer, qui a amené des idées vraiment fondamentales. Alors voilà une de ces idées maîtresses, le concept du travail du féminin. C'est une analogie assez brillante avec le travail du rêve de Freud. L'idée, c'est que la féminité, ce n'est pas un état, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert une bonne fois pour toutes, non. C'est un processus, un travail constant, largement inconscient qui se fait tout au long de la vie. Bon, revenons maintenant à Freud et à ses premières tentatives de cartographier tout ça. Il a utilisé une expression qui a fait couler beaucoup d'encre en parlant de la sexualité féminine comme du continent noir. Pour lui, c'était vraiment une énigme, un territoire à défricher. Et au centre de sa pensée, au tout début en tout cas, il y a une chose, le complexe d'Oedipe. Pour lui, c'est le moment clé. Le moment où l'enfant est confronté à la différence des sexes, et c'est ce choc qui lance toute la construction de l'identité. Alors, comment ça marche, ce complexe d'Oedipe dans sa version initiale? Eh bien, c'est assez binaire. Tout tourne autour d'un seul axe, le pénis, ou plutôt le phallus en termes symboliques. Pour le petit garçon, l'identité se base sur le fait de l'avoir. Et pour la petite fille, eh bien, sur le fait de ne pas l'avoir. C'est une vision qu'on qualifiait de phallocentrique, évidemment. Dès là, forcément, ça coince. Parce que si tout est défini par l'avoir ou le ne pas l'avoir, quel est le parcours pour la petite fille? Comment se construit-on positivement à partir d'un manque? C'est la grande question qui a posé problème à Freud et qui a révélé les failles de son premier modèle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Freud lui-même a senti que ça ne tenait pas, sous l'influence de ce qu'il entendait en clinique et aussi des travaux d'autres analystes comme Melanie Klein, il a commencé à ajuster sa théorie. Il a réalisé qu'il fallait regarder ce qui se passe avant l'Oedipe. Il a donc introduit cette idée d'une phase pré-oedipienne centrée sur la relation à la mère. Et c'est là qu'on passe à la troisième partie. On voit bien qu'il a fallu aller au-delà du simple modèle oedipien. La théorie a dû évoluer pour mieux coller à la réalité clinique, et ça a ouvert un champ de recherche énorme pour les générations suivantes. Pendant un bon moment, le modèle qui prévalait était assez simple, en 3 étapes bien définies. D'abord, il y a le complexe d'Oedipe, ensuite, l'enfant s'identifie aux parents du même sexe. Et puis, l'adolescence arrive comme une sorte de deuxième chance, un moment pour consolider tout ça. Ça a l'air simple sur le papier, non? Mais la question qui s'est vite posée, c'est est-ce que c'est vraiment aussi simple? Est-ce que tout est joué, tout est fixé après l'adolescence? La réponse de la clinique a été un grand non. En fait, ce que la pratique a montré, de manière assez écrasante, c'est que pour l'immense majorité des gens, l'identité n'est absolument pas bouclée à la fin de l'adolescence. C'était une belle idée théorique, mais elle ne correspondait tout simplement pas à la réalité. Et ce constat est d'autant plus vrai aujourd'hui. Si on regarde, même la définition de l'adolescence a changé. Dans les années 80, l'OMS disait 14-18 ans. Aujourd'hui, on sait que ça commence plus tôt et que ça finit, beaucoup plus tard. On parle même d'adolescence pour décrire cette période de transition qui s'étire, qui s'allonge. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième et dernière partie, la vision actuelle. L'identité, ce n'est pas une destination, c'est un cheminement qui dure toute la vie. C'est une compréhension de soi beaucoup plus dynamique. Voilà, le grand changement de perspective, il est là. On a abandonné l'idée que l'identité se fige à 20 ans. Non, la construction du féminin, du masculin, c'est un processus lent qui peut nous occuper une bonne partie de notre vie, et même en fait, toute notre vie. Le mot qui résume le mieux cette vision, c'est celui de cheminement. C'est une métaphore très forte. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas tant la destination, le point d'arrivée où on pourrait dire « ça y est, je suis ça ». Non, ce qui compte, c'est le mouvement, c'est le fait d'avancer sur le chemin.
Et cette phrase le dit très bien. Il n'y a pas de fin au chemin. On peut toujours aller plus loin. C'est exactement comme l'évolution de notre psychisme en général. Ce n'est jamais terminé. C'est un processus continu. Alors, on termine avec cette question qui est peut-être la plus importante. Si on accepte que l'identité est un cheminement sans fin plutôt qu'une destination à atteindre, qu'est-ce que ça change pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui dans notre propre vie? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.